Bonjour Louise, merci de nous accueillir. Je crois que mon rendez-vous est déjà là. C'est Alexis Leroy, qui est professeur de cinéma à Dunkerque et qui a fait toutes ses études à Lille. Bonjour Alexis, Bonjour, je peux bonjour m'asseoir? Jean-Max. Oui, Voilà, you're donc welcome. vous allez bien? Très bien et vous? Bon, ben moi ça va, à part qu'il n'est pas très très beau, mais j'imagine qu'à Dunkerque c'est pareil. Ah, la pluie Voilà. se réfugie partout en France. Donc, bon, nous ne sommes pas là pour parler de la pluie. Autant bien sûr, aujourd'hui nous avons invité pour parler ensemble de l'enseignement du cinéma et je serai là avec vous pour vous poser des questions. Vous remercier par avance de bien vouloir y répondre. Vous connaissez le principe du jeu, la Oui, bien sûr. controverse, voilà. Donc, on va commencer. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter et j'ai quand même 3 pages de présentation. C'est pourquoi il faut quand même que j'ai un pense-bête sous les yeux. Donc, déjà, vous êtes titulaire d'un Master 2 de lettres modernes sur Casanova et la Et la conversation. conversation. Alors, en 2 mots, ça parle peut-être pas aux spectateurs. Qu'est-ce qu'on entend par la conversation? Alors la conversation au XVIIe, XVIIIe siècle était une réappropriation, en quelque sorte philosophique et littéraire, d'œuvres datant d'Antiquité et qui étaient remises au goût du jour dans les salons, notamment les salons parisiens des XVIIe puis du XVIIIe siècle. Ce qui était un jeu littéraire est devenu par la suite un ensemble de recueils littéraires. Et Casanova, qui a fait plusieurs séjours à Paris, qui a écrit ses mémoires en français, s'est inspiré, entre autres, de ce jeu littéraire et de ce nouveau format littéraire pour l'époque, pour rédiger ses textes, notamment l'histoire de ma vie, hein, qui est maintenant la propriété de la BNF. Donc là, c'est plutôt le Casanova lettré, humaniste, plutôt que le Casanova sulfureux et un peu séducteur, quoi, voilà. Exactement. Donc c'est cette même année, après avoir soutenu votre Master 2, que vous obtenez un poste de professeur de français au lycée de l'Europe à Dunkerque. C'est bien ça? Voilà. D'accord. Et vous vous êtes occupé de nombreuses formations pédagogiques, hein, et en lettres, bien sûr, puisque c'est votre discipline d'origine, puis vous vous êtes dirigé vers le cinéma. Et donc en 2005, c'est-à-dire assez récemment, vous avez obtenu la certification complémentaire en art afin de pouvoir enseigner le cinéma dans ce même établissement où vous êtes depuis 1997. Et là, évidemment, vous avez mis en place le cinéma audiovisuel, c'est-à-dire une option pour le baccalauréat. Alors, ce que j'ai lu dans votre option est parrainée par 3 personnalités qui sont les 3 différentes. Jean-Claude Carrière, donc, qui est le célèbre scénariste de Buñuel, entre autres. Carole Aurouet, on ne la présente pas, c'est quelqu'un qui est professeur à l'université Gustave Eiffel et qui dirige des volumes, qui écrit, enfin, voilà. Et Yuri Deschamps, qui est le rédacteur en chef d'Eclipse. Voilà. Donc, pourquoi, en quelques mots, hein, pourquoi ces 3 parrainages, en fait? Non, j'ai choisi spontanément ces 3 signatures et ces 3 personnes. Cela me tenait à cœur et puis j'ai pensé également que le fait d'avoir un appui de la part de 3 membres éminents de l'enseignement du cinéma ou du monde du cinéma était aussi une valeur ajoutée par rapport à la constitution de mon dossier. Mais je connaissais déjà ces 3 personnes via les réseaux sociaux, via parfois certaines formations ou à titre personnel. Je pense à Jean-Claude Carrière sur mon lieu de villégiature estivale. Moi, j'avais pensé que pour pouvoir avoir cette option et pouvoir s'en occuper, la diriger, il fallait être pareil. Il y a quelqu'un d'autre que vous auriez pu inviter, je crois que c'est Jean-Pierre Mocky. Voilà, et peut-être aussi Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, voilà, évidemment. Donc ça vous aurait fait 5 parrains très prestigieux. Alors, on continue. Après, vous êtes auteur, rédacteur de nombreux ouvrages, et je crois que le mieux, plutôt que moi j'énumère tout ça, c'est que vous nous en parliez vous-même. Et pour nous préciser en même temps ce que vous avez écrit et quels sont vos pôles d'intérêt, et après on reviendra sur les livres que vous conseilleriez à vos étudiants.
Très bien. Alors, vu la formation que j'ai reçue et vu mon intérêt pour Casanova, j'ai d'abord publié des textes et participé à des colloques autour de cet auteur, chez Honoré Champion en 1998, ensuite Revue des sciences humaines à Lille, quelques textes sur cet auteur que je n'hésite pas à qualifier d'auteur français. Voilà, et dans l'objectif des Lumières notamment. Puis ensuite, récemment, je me suis, j'allais dire, tourné vers l'écriture de ce qui constitue ma passion, c'est-à-dire le cinéma, avec Voilà, des alors ouvrages là, collectifs, c'est plus plus proprement proprement cinéma. cinéma, notamment sur Roman Polanski, sur Abdelatif Kechiche, avec le site web revue Il était une fois le cinéma. Et puis pour des ouvrages qui vont bientôt paraître, je pense à celui sur Vittorio De Sica, notamment Le Piala, musique et cinéma, opéra et cinéma. Qui est prévu pour 2024. Donc, alors, on va peut-être pas s'étendre sur chacun des cinéastes que vous avez choisis, mais qu'est-ce qui vous a plu chez, on va dire, chez Polanski et chez Abdelatif Kechiche? Pourquoi vous avez voulu écrire sur leur eux? personnalité, le fait qu'ils ne s'adaptent pas à des cahiers des charges parfois très normatifs et qui deviennent de plus en plus des carcans pour l'écriture d'un film, même pour le tournage d'un film. Ce sont des cinéastes qui ont toujours tourné ce qu'ils ont voulu, d'accord, même parfois si ça n'était pas très abouti pour certains de leurs films. Mais en tout cas, ce sont des cinéastes qui ont un côté franc-tireur aussi. C'est le côté franc-tireur. C'est un petit peu comme Monsieur Mocky qui était venu au lycée, Jean-Pierre Mocky qui jusqu'au bout a tourné malgré les difficultés financières, malgré les difficultés de distribution et de production, ce qu'il a voulu réaliser, ce qu'il a voulu concrétiser. Donc voilà, ce que j'aime chez un cinéaste, c'est ce côté, comme disait Orson Welles, maverick. Quelqu'un qui ne fait pas partie du troupeau, qui paie parfois cette liberté, hein, qui paie aussi cette forme d'intolérance qu'on a à travers lui, pour lui. Et donc, j'ai toujours admiré ces cinéastes qui étaient jusqu'au boutiste et franc-tireurs. Ça ne m'étonne pas que vous ayez participé aussi au livre sur Maurice Pialat. Ah ben oui. Puisque lui, c'est la figure tutélaire de... Voilà, alors ce sont des auteurs, je dirais, contemporains, même certains sont encore vivants, Dieu merci pour eux. Et si vous deviez expliquer Vittorio De Sica à vos étudiants, qu'est-ce que vous diriez? Alors je leur dirais que Vittorio De Sica retrace presque 50 ans, en tout cas une bonne quarantaine d'années de l'histoire du cinéma italien, voire européen. Parce qu'il a commencé en tant que séducteur dans les films à téléphone blanc, comme on disait en Italie, avant la guerre, puis a été l'un des pionniers de ce qu'on a appelé le néo-réalisme, pour ensuite tourner parfois des comédies beaucoup plus commerciales, avec Pain, Amour et Fantaisie, où il incarnait un mariage à l'italienne. Voilà, avec Sofia Loren et Gina Lollobrigida, où ensuite, dans les années 60, il a participé et même réalisé des films qui étaient des coproductions internationales. Hein, il y a un film qui s'appelle Le Renard, il y a le mot renard dans le titre. Et ensuite, il a tourné des films qui étaient peut-être un peu plus tournés vers le cinéma de genre, puisqu'il a même tourné le Dracula d'Andy Warhol, me semble-t-il, hein, oui, avec Udo Kier dans le rôle de Dracula. Donc c'est quelqu'un qui a un spectre assez large. Et pour finir avec Le Jardin des Finzi Contini, qui est un film à la fois poétique et politique. Exactement. Mais d'accord, c'est un réalisateur emblématique, évidemment incontournable. Mais est-ce que vos jeunes regardent encore des films de Vittorio De Sica, à part ceux que vous devez leur montrer, j'imagine? Nous les incitons. Vous les incitez. Mais est-ce qu'ils les regardent? Pas spontanément. Pas spontanément, parce que malheureusement, parfois, maintenant, les recommandations contemporaines sont telles qu'on les tourne vers un cinéma plus, disons, Netflixé, hein, ou Disneyisé, puisqu'il y a aussi cette chaîne de streaming Disney+, quand vous dites « on », c'est pas vous. Non, non, non. D'accord.
Voilà, puisque Il faut maintenant, dire que la société voilà la société, du spectacle les publicités, oriente là-dessus. D'accord. les oriente vers ce genre Ok, ok, de je comprends plateforme en mieux. Je streaming. commençais à avoir Non, non, des n'ayez vapeurs. pas de tachycardie. D'accord. Mais Bien. il est vrai que l'une des parties importantes de mon travail d'enseignement, c'est de leur faire découvrir cet autre cinéma, ce cinéma de patrimoine, parce que j'aime pas dire cinéma ancien, c'est cinéma de patrimoine. C'est comme, vous savez, une bibliothèque où on découvre qu'il y a des auteurs qui sont d'une période et d'une sensibilité complètement différente. Bientôt, on va vous faire dire matrimonial, attention, hein. Exact. Faut pas faire de gaffe, hein. Nous avons un cahier des charges à respecter maintenant. Oui, on est surveillé. Alors, bon, vous avez dit dans l'énumération que vous travailliez, enfin, vous étiez aussi rédacteur pour une revue en ligne qui s'appelle Il était une fois le cinéma, euh, que je recommande d'ailleurs à ceux qui nous regardent et nous écoutent. En quoi ça consiste le travail? Est-ce que c'est une charge supplémentaire ou est-ce que c'est plaisant? En quoi ça consiste d'être C'est un plaisir rédacteur? d'écrire. Pour moi, être l'un des rédacteurs de cette web revue, c'est un plaisir d'écrire, un plaisir d'écrire parfois de manière, j'allais dire très pointue, hein, sur une problématique de films qui sont à découvrir ou à redécouvrir hors du mainstream, comme on dit maintenant, qui nous est proposé par la publicité et par parfois des revues qui ont un peu plus de visibilité. Consulte ce site parce que je sais qu'ils sont toujours sur leur smartphone, hein, ça je vais pas vous l'apprendre. Donc c'est agréable puisque ça peut se lire sur un smartphone. Je les incite à écrire par eux-mêmes des textes Ah bon, ça sur c'est des bien. films qu'ils regardent, sur des films que je leur propose de regarder, des films de tous horizons, et récemment sur des films des années 80 d'ailleurs. Et je leur propose également de faire des exposés devant toute la classe sur des films qu'ils découvrent, qu'ils aiment, qu'ils affectionnent particulièrement aussi. Ça a boosté les lectures sur le site. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il m'en parle ensuite pour Ah, ils certains. vous en parlent. Oui, oui, Bon, oui. bah, c'est Alors bien. certains sont sont des aficionados de cinéma japonais. Donc Voilà, voilà. récemment j'ai parlé des deux films là qui seront de nouveau présentés au Reflet Médicis de Monsieur Shindo, qui avait fait Oui. ce film formidable, quasiment muet, L'île nue en 60. Qui forment un diptyque, hein, parce qu'il y a le même trio infernal en quelque sorte dans ces deux films des années 60, de seconde partie des années 60, qui sont formidables. Ils sont très peu connus en France. Et prochainement, je vais recenser également un film qui s'appelle House en français. Il a gardé ce titre en japonais, c'est Aosu. Et là, c'est un film de Monsieur Obayashi, qui est un cinéaste aussi qui est formidable, qui venait de la publicité, qui est mort en 2020 de mémoire, et dont on redécouvre finalement l'œuvre. Et là, je vais citer quelqu'un qui a contribué beaucoup à cette redécouverte. C'est un spécialiste du cinéma asiatique et notamment japonais, mais pas que. C'est Monsieur Stéphane Dumenido. Et comment vous expliquez cet engouement pour le cinéma japonais? À travers les jeux vidéo Nintendo, Oui. qui sont des jeux vidéo qui viennent donc du Japon, qui se sont donc appropriés une forme de la culture du Japon, la culture geek, et ensuite la culture manga également, puis la culture des films d'animation, notamment par les studios Ghibli et Hayao Miyazaki. Mais est-ce qu'ils vont voir, par exemple, je dis au hasard, des Ozu? Ah oui, D'accord, d'accord. oui, bien sûr. Bien. Alors, il y a une autre chose à faire. N'y voyez aucun mal, ni aucune perfidie de ma part. Mais quand on enseigne à Dunkerque et qu'on enseigne ici à Paris, par exemple, dans le quartier latin, où on a encore une librairie du cinéma, mais aussi beaucoup de cinéma d'art et d'essai, ici, j'imagine que c'est beaucoup plus facile pour un professeur. Vous, comment vous faites? Soit par le biais des streamings, par exemple, vous savez que Netflix ne propose pas que des films qui viennent de sortir, etc. Mais il y a des films du matrimoine. Oui, oui. Ah oui, des films patrimoine également. Ils avaient sorti un moment. Il y a encore plusieurs Godard. Il y avait tout un moment. Il y avait même du Agnès Varda. Oui, oui. Il y avait des films japonais, des films suédois même
Il y a même de Arte Dreyer. qui s'y met quelquefois parce qu'on a eu droit à Maurice Pialat gratuit pendant quelques temps. Exactement, je leur conseille ces plateformes qui sont facilement consultables pour eux, et aisément lisibles également pour eux, et d'autres films également que nous avons l'occasion de projeter, soit en cours, de manière fragmentée, soit avec la participation des cinémas environnants. Bon, merci pour cette présentation qui me paraît très, comment dire, très précise et très intéressante. Donc, on va maintenant aborder le sujet qui vous amène ici, c'est-à-dire l'enseignement du cinéma en France. On va exclure, si vous le voulez bien, pour le moment, les universités et les écoles professionnelles de cinéma. Vous, déjà, à votre niveau, pour cette option de cinéma en lycée, seconde, première, terminale, comment, comment ça se passe un cours de cinéma? Je joue un peu les candides, hein. Comment peut-on enseigner le cinéma? Voilà ma question en fait. Comment? Est-ce que ça s'enseigne? Voilà, ben, il y a deux pôles, hein. Il y a le pôle théorique, l'histoire du cinéma, et on commence par Edison, les frères Lumière et Méliès, automatiquement. Ça paraît logique. Ensuite, on va vers Griffith, vers Keaton, on fait l'histoire, on fait la chronologie sur 3 années. Et puis ensuite, il y a le côté, disons, initiation technique. Et croyez-moi, ceux qui sont inscrits dans l'option ont parfois aussi vous savez, leur chaîne, leur matériel, leur chaîne YouTube pour présenter leur jeu ou présenter leur passion également. Donc, ils ont déjà, comme on pourrait dire, un pied dans le filmage, dans la technique, dans la façon de présenter les choses. Et puis, je voudrais dire aussi que l'option que nous avons au lycée de l'Europe est une option qui est ouverte aux élèves de toutes les filières. C'est-à-dire que c'est une option dite légère et non pas une option lourde. C'est-à-dire que des élèves plus littéraires, plutôt scientifiques, ou plutôt, par exemple, STI 2D, c'est-à-dire la filière technologique que nous avons au lycée de l'Europe, peuvent s'inscrire et forment un groupe 3 heures par semaine, un groupe qui petit à petit se découvre, s'unit, se réunit pour former des projets ensemble, hein, du synopsis, en passant par un scénario plus développé, en passant aussi par le storyboard ou le moodboard, comme on dit maintenant, et puis le tournage, et puis le montage. Voilà, alors, tout ça, c'est palpitant. J'aimerais avoir encore 15 ans et commencer des études avec vous. Mais alors, si je veux être précis pour ceux qui nous regardent, j'imagine c'est en seconde qu'on apprend l'histoire du cinéma. Voilà, et le plan. Voilà, plan, le cadrage. Le b.a.-ba. Voilà. Ensuite, en première, j'imagine que commence à écrire des scénarios, des storyboards pour savoir comment, voilà. Et c'est en terminale qu'ils réalisent. Qu'ils finalisent, oui. En première, déjà, ils peuvent réaliser, même en seconde, ils peuvent réaliser ce qu'on appelle des petits modules vidéo pour ensuite continuer sur la même histoire, sur la même trame, ou ensuite développer d'autres histoires de manière plus importante, par exemple entre la seconde partie de l'année de première, puis la terminale. Voilà. Et donc l'objectif, c'est qu'ils réalisent en groupe un film d'environ 8 à 10 minutes maximum, et aussi, à titre individuel, un dossier sur leur expérience au sein de l'équipe. D'accord. Soit en tant que caméraman, soit en tant que, j'allais dire scénariste, soit en tant qu'acteur, soit en tant que monteur, et en se réappropriant aussi tout ce qu'ils ont acquis au cours des 3 années. Et je tenais aussi à préciser que chaque année en terminale, nous avions 3 œuvres à étudier et que nous avions, voilà. Donc oui, je tenais donc voilà à vous préciser également que chaque année en terminale, nous avions 3 œuvres qui font partie d'un programme, comme si c'était un programme, vous savez, pour le baccalauréat de français en fin de première. Et là, ce sont 3 œuvres complètement différentes. J'avais l'intention de vous la poser, donc je la poserai pas. Le premier film, je le cite tout de suite, ça va vous faire plaisir, c'est Evitelloni, et on a pris un plaisir à l'analyser. Ça, les élèves ont découvert Fellini. Et en contrepoint, j'aurais même montré le Fellini plutôt des années 68.
On parlait de Terence Stamp tout à l'heure, donc Toby Dammit. Et donc la deuxième œuvre sera un film de Fritz Lang, Le secret derrière la porte, film formidable que je couplerai après The House by the River, puisque ça a été tourné dans la même année ou quasiment dans la foulée, et ce sont deux films formidables de Fritz Lang dans sa période américaine. Et ensuite nous avons aussi un documentaire de Monsieur Wiseman qui s'appelle High School. Voilà, qui a été tourné en 68 pendant cette période contestataire au Vietnam, avec un montage très fin, très subtil, qui montre les deux parties en chant contre chant. Et là aussi, on pourra reparler du montage. Hein, et qu'est-ce qu'un documentaire? Déjà, pour rester concret, Très bien. pendant ces 3 ans, combien d'étudiants ou d'élèves avez-vous en responsabilité à chaque séance? À chaque séance, alors le nombre est très variable, nous sommes entre 12 et 18. Bon, c'est encore jouable, parce que je sais qu'à la FEMIS, ils sont 8 ou 9 pour chaque spécialité. Déjà, 18, pour enseigner le cinéma, surtout quand vous allez passer à la technique, au montage, tout ça, c'est un peu compliqué. Ils travaillent par binôme, par trinôme, ils travaillent comment? Alors, ils se constituent eux-mêmes leur groupe au fil du temps et de leurs affinités. Et donc, vous aurez des groupes d'une personne, des groupes de 3, des groupes de 5, selon leurs affinités et aussi le film qu'ils veulent tourner. Voilà, c'est à la fois par le fait qu'ils se connaissent déjà, qu'ils ont la même sensibilité, ou par, on va dire, par choix, disons, pragmatique, en quelque sorte. Donc, mais les groupes sont très variables au niveau de leur nombre. Voilà. Et moi, je leur laisse carte blanche au niveau de la constitution du groupe. D'accord. Et puisqu'il s'agit de l'option légère, qu'est-ce qu'ils doivent produire au moment de l'évaluation, à la fin? Alors, un court-métrage d'environ 8-10 minutes, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, un film d'environ 8-10 minutes, sur un scénario de leur choix, et montrant leurs acquis, montrant aussi leur sensibilité sur les thèmes qu'ils choisissent eux-mêmes. Moi, je ne suis là qu'en tant que, alors, bien modestement, conseiller technique ou artistique, mais sans plus. Je n'impose pas de sujet. Je donne des conseils. Alors, mettons, vous avez un élève ou un petit groupe d'élèves qui partent dans je ne sais pas moi, un péplum, par exemple. Ils ont un projet fou qui sera difficile à réaliser. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, je leur demande si matériellement, déjà, ils auront à la fois les outils et s'ils auront aussi le temps de le faire. Et parfois, vous savez, on passe plusieurs heures à modifier et finalement, le produit final, en quelque sorte, même si je n'aime pas cette expression, mais en tout cas le film ou le scénario avant le filmage, représente tout aussi bien ce qu'il voulait tourner. Voilà, parfois même davantage. Est-ce que vous avez, je l'espère, en tout cas pour vous et pour eux, repéré des talents? Oui, et même certains, en quelque sorte, ensuite poursuivent des études pour devenir scénariste, pour se perfectionner au niveau du scénario, au niveau du son, par exemple, et dans des écoles, par exemple, soit à Bruxelles, soit à Paris, soit de mémoire à Rennes également. Alors, est-ce que ce sont des écoles privées, genre un SAP, ou ce sont oui, des universités libres. Ce sont des voilà. universités, d'accord, Voilà. on peut aussi aller à Paris 1, c'est ça? Exactement. On peut aller à Paris 8, qui a je crois aussi. Alors Et évidemment, Paris 3, ça fait voilà. 3 qui ont qui ont l'enseignement du cinéma. Et voilà, mais évidemment, ceux-ci ne forment pas la majorité des gens qui poursuivent des études post-bac. Mais ils ont pris plaisir en terminale, et encore au mois de juin, lorsque nous sommes quittés, le groupe de terminale et moi, ça faisait 3 ans, hein, c'est comme une petite famille qui, petit à petit, là, se constitue. Certains m'ont confié qu'heureusement qu'il y avait cette option, parce qu'ils se sont, j'allais dire, découvert des qualités qu'ils ne soupçonnaient pas chez eux. Et une confiance en soi aussi, dans l'écriture, dans le travail à la fois individuel et en groupe. Donc,
il y a aussi cet aspect humain, cet aspect de valorisation personnelle de chaque étudiant que j'ai dans les groupes de cinéma. Alors, vous avez pas tout à fait répondu à ma question. En fait, c'était bon, ils font des études après, ils vont devenir, je l'espère pour eux, parce que c'est des métiers tellement difficiles, Difficile. monteur, cadreur, enfin bon. Mais vous, est-ce que vous avez vu un film et dit, ah ben ce film-là, c'est un Fellini en culotte courte, tout ça, non? Oui, pour certains, je leur ai dit, j'ai fait des comparaisons hein, avec des cinéastes. Pour certains, je leur ai dit qu'ils me faisaient penser, par exemple, Fellini, vous citez ça et vous avez une prescience de ce que j'allais dire parce que comment ne pas dit, copier Fellini ou essayer du moins. Pour d'autres, on serait plus dans le John Carpenter. Et pour d'autres, dans plutôt le Godard ou le Truffaut. Bon, je leur ai dit comme déjà ça, pas mal, voilà. Hein. Oui, donc ils ont reçu un bain de culture. Alors, donc, voilà. Voilà. Et là, vous me l'enlevez de la bouche. Donc, d'où l'importance du formateur. D'où l'importance du formateur. C'est vous, en fait. Ils auraient un formateur qui ne regarderait que des séries, par exemple. Ils apprendraient un autre métier. En fait. Un autre métier, voilà. Et puis, une autre idéologie, une autre façon de filmer. Mais je ne rechigne pas à leur conseiller des séries, évidemment, nous en parlons, hein, même des séries contemporaines. Non, mais ça c'est vrai que sur le plan technique, c'est très bien fait. Après, après, on n'est pas là pour parler des séries, mais bon, il y aurait à dire. Oui, on arrive à se faire une idée que quelqu'un qui est béotien et qui ne sait pas à quoi correspond cette option, on commence à y voir plus clair. Alors, il y a un autre aspect avant de passer peut-être au bocal, ce serait, comment dire, les autorités de tutelle, que ce soit le rectorat, le proviseur, est-ce qu'on vous laisse champ libre, bon, à part les œuvres imposées, le programme à respecter, bon, enfin, comme pour toute discipline, hein, est-ce qu'on vous laisse les coudées franches ou bien, bon, j'emploierai le mot censure, mais c'est peut-être pas exactement dans la censure, mais un contrôle. Oui, est-ce qu'on vous laisse D'ailleurs, il y a une restitution des œuvres après. Non, elles sont présentées au bac, mais après, non, au bac. Mais après, voilà, sur une chaîne YouTube que j'ai. Ah, d'accord. Donc après, les parents. Edwood 59. Ah, d'accord. Voilà. On mettra en surbrillance. Voilà. Donc, les camarades ou les parents ou les professeurs peuvent voir les réalisations. Mais c'est diffusé après le baccalauréat. Le baccalauréat, voilà, et avec l'accord des groupes. D'accord. Et je pense qu'ils sont d'accord. Ah, ils sont d'accord. Parce qu'un film, c'est fait pour être vu. Hein. Et cette année, ils étaient très très contents en terminale parce que j'aurais gravé l'ensemble des œuvres qu'ils avaient filmées avant de les quitter sur un DVD. Et pour eux, ça a été c'est comme un DVD. Voilà, c'est comme les DVD qu'on voit ici. Voilà. Ils étaient à la fois très étonnés. Et les rushs, donc ils gardent une partie, ils gardent les rushs. Et nous aussi, nous avons les rushs sur. D'accord. Alors, oui, je reviens à la question, c'était l'administration vous laisse tranquille. Carte blanche, et parfois nous travaillons en collaboration avec l'administration. Parfois, nous tournons des films que j'appellerais des films institutionnels. Par exemple, quand il y a la porte ouverte du lycée, l'équipe se balade. Ça, c'est un bon exercice. Et on a fait 2 montages. On a fait la porte ouverte globale générale et une porte ouverte consacrée à la spécialité du lycée, c'est-à-dire les portes ouvertes STI 2D. Et aussi 2 autres montages faits par un élève qui au début ne se sentait pas à l'aise dans le filmage, mais avait plus affinité avec le montage, et il a donné 2 versions personnelles des rushs comme ça, des portes ouvertes. Ça leur donne pas envie de filmer les conseils de classe? Oh non, je pense pas. Mais il y a le côté amusant de dire bon, voilà, on va tourner quelque chose qui s'apparente à un film institutionnel, quasiment de commande, mais qui n'en est pas. Voilà, et donc ils s'amusent à filmer ce genre de choses. Et là, je vais leur proposer de filmer ponctuellement des portraits d'élèves à l'intérieur de l'établissement. Des élèves de toutes filières, de tous horizons différents, voilà, pour les montrer in situ dans le lycée, mais aussi ce qu'ils sont parfois à l'extérieur, avec leur caractère, leur hobby, hein, à l'extérieur du lycée. Des petits formats de 5 minutes, parce que comme ça, ils apprennent aussi le reportage, en quelque sorte, hein, puisque je connais au moins une élève
qui aimerait devenir reporter, et donc je pense que ça va l'intéresser. Voilà, ben merci beaucoup pour cet De aspect. rien. Donc on passe au troisième aspect qui est maintenant, vous voyez ce beau bocal ici, bocal avec des questions qui ont été concoctées par Alain Chêne, et ces questions, elles n'ont comme guide que le hasard. Quid de l'enseignement technique? Alors, l'enseignement technique, comme je le disais tout à l'heure, nous avons plusieurs types de matériel, donc qui va de la petite caméra amateur, jusqu'à 3 caméras professionnelles ou semi-professionnelles, en passant par l'appareil photo hybride, en passant par aussi, et là l'investissement sera développé au niveau du son, avec plusieurs types de micros, notamment les micro-cravates ou les blimps par exemple, et le micro à l'ancienne, le micro de reporter. Donc l'enseignement technique se fait aussi par la découverte tout d'abord de l'objet, la manipulation, les premières manipulations de l'objet, et ensuite une fois qu'ils se sont appropriés ces premières approches de l'objet, des caméras, quel que soit leur format, ils en choisissent une. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ils en choisissent une. Parfois, le format est très différent. Et pendant le temps du tournage, de leur tournage, voilà, ils savent très bien tourner avec, soit caméra épaule, soit sur trépied. Et tout ce matériel est fourni par qui? C'est une dotation du rectorat ou c'est Alors, il y a une une partie, bien sûr, puisque vous savez que les lycées, les lycées dépendent de la région. Dépendent de la région, et nous avons un budget annuel, et sur ce budget annuel, nous est alloué une certaine partie, une certaine somme, et qui est pas le droit de dire combien ça coûte environ par an. Oh, quand on aime, on ne compte pas. Ah, voilà. Alors, quel rapport avec les autres enseignements, les autres disciplines artistiques? Est-ce qu'il y a des passerelles? Alors, au lycée, c'est vrai qu'il y a aussi... Alors, il n'y a pas d'autres options artistiques. Je suis la seule option artistique pour l'instant. J'aimerais qu'il y ait musique et théâtre. Et ça, je lance un appel à des collègues qui peut-être... Mais je crois qu'on ne peut pas avoir 3 options. On ne peut pas avoir 3 options. Je crois que c'est que 2. On est très gourmand. Ouais. Donc, je sais qu'il y a des clubs théâtre, il y a un club théâtre, et il y a on peut contrôler en créant des clubs ou des ateliers, voilà. Et j'ai un collègue et ami, Monsieur Zaïdé, qui est CPE d'établissement et qui, depuis des années aussi, a monté un club photo et un club vidéo. Donc, nous travaillons et nous allons continuer à travailler en parallèle, et avec beaucoup de passion, de bonheur et de plaisir en plus. Je rebondis parce que justement, vous avez parlé des professeurs de lettres. C'est la direction d'acteurs, parce qu'ils ne filment pas que des objets. J'imagine qu'ils filment des gens. Alors, est-ce que les textes sont travaillés, par exemple, avec la prof de français ou pas du tout, ou ils ne font que entre eux ou... Ils font des répétitions pendant les 3 heures de cinéma. Voilà. Donc, d'où le côté donc c'est acting. vous qui... L'acting, voilà, il est concrétisé et il est effectué pendant les 3 heures semaine. Allez. Voilà. Hop. Boulegue, comme on dit dans le Midi. Alors ici, qu'entend-on par enseigner le cinéma? Ah, vaste question, vaste sujet. Alors enseigner le cinéma, c'est... Je l'ai un peu posé tout à l'heure, mais bon, excusez-moi, mais bon. Oh non, puis on peut trouver d'autres formulations, d'autres réponses. Alors enseigner le cinéma, c'est enseigner aussi l'image, parce que nous vivons dans un monde submergé d'images. Comment, tout d'abord, établir une pensée personnelle par rapport aux images? D'accord? Comment ne pas subir l'image, déjà? Il y a ce côté réflexion. Il y a le côté aussi, dont je parlais tout à l'heure, initiation. D'accord? Puisque on peut dire, bon, voilà, on vous présente tel produit cinématographique, tel film, voilà, qu'on encense actuellement et qui sera peut-être plus encensé plus tard. On leur dit, bon, écoutez, des choses se sont faites, se sont créées. Ça ne s'est pas fait en une seule fois, ça s'est fait parfois très difficilement, par improvisation. Hein. L'histoire du travelling, l'histoire de la surimpression d'images, l'histoire du son, de la couleur, du ralenti, voilà. Et donc du chant contre chant, du chant contre chant, du cadrage, du montage, de la façon de présenter une action ou un fait. Voilà, ça sont des choses très importantes à mes yeux.
Et donc, parfois, maintenant, en regardant des actualités ou des films, ils ont un jugement. Hein, ils sont dans la partie réflexive maintenant. Ils ont un jugement, une opinion sur ce qu'il aurait montré. Ils sont plus là comme simples consommateurs ou spectateurs. Voilà. Et ça aussi, enseigner le cinéma. Puis le cinéma, c'est enseigner aussi différents sentiments à travers l'image. C'est leur enseigner, par exemple, l'amour, la détestation, la passion, la violence, qui peut se concrétiser de plusieurs manières par l'image. Aussi l'art pictural à travers l'image, hein, le choix des couleurs. On parlait de Mario Bava tout à l'heure. Et je rajouterais Dario Argento aussi. Et Fellini dans Toby Dami, dont on parlait également tout à l'heure. Mais tout ceci pour dire que c'est une sensibilisation différente de l'offre contemporaine et médiatique dans laquelle nous baignons quotidiennement et que parfois nous subissons. Voilà. Alors, culture générale ou enseignement professionnel. Comme je disais tout à l'heure, il y a partie théorie qui sort du cinéma, culture générale, découverte en classe, mais aussi découverte individuelle ou en groupe. Parce que je leur conseille de regarder des films en groupe. Hein, Jean-Claude Carrière, qui nous avait fait l'honneur de venir, avait dit, oui, allez au cinéma au moins à 3. Voilà, allez-y à 3 pour pouvoir en discuter ensuite, pour avoir des opinions différentes par rapport au film, etc. Mais je reviens sur l'importance de la culture générale, hein, que ce soit en tant que professeur de français en littérature, en art, que ce soit en musique également, en sculpture, en architecture, on pourrait citer tous les arts, cinéma aussi. Certains se sont passionnés, par exemple, et m'ont remercié de leur avoir fait découvrir, par exemple, le Mécano de la Générale de Buster Keaton. Parce que ça, maintenant, qui connaît Buster Keaton parmi la jeune génération, même parmi, allez, je vais être un peu polémique, la jeune génération des cinéastes, et pour en parler ensuite et pour voir que ce film est une formidable synthèse de tout le cinéma passé, on était en 26-27, et à venir. Voilà, un petit peu comme Citizen Kane d'Orson Welles. Bah là, je suis un peu effrayé parce que ces jeunes, ils ont quel âge? 16, Entre 17, 15 et 19 ans. Voilà. Comment voulez-vous qu'ils aient vu les millions de films qu'il y a de par le monde? Mais donc, je ne les effraie pas. Non, c'est effrayant parce que on se dit, moi j'imagine que vous leur avez passé ou conseillé de voir L'Homme à la caméra, par exemple. Bien sûr, Dziga Vertov, oui. Voilà, ou les Chaplin, enfin. Et quand on voit ces films du patrimoine, comparé maintenant à ce qui se fait avec des moyens colossaux, des moyens informatiques, j'espère qu'ils arrivent à réaliser où est le génie. Bien sûr. Hein, voilà. il est plutôt du côté de Buster Keaton que du côté des grands trucs de chez Walt Disney ou de je sais pas qui. Exactement. Et comme dit Martin Scorsese, voilà, de différencier le cinéma vraiment d'auteur des films pyrotechniques. Ce qui est important au cinéma, un peu désincarné. Voilà, un peu désincarné. Parce que moi, ce que je recherche au cinéma, certes, bon, la technique, le savoir-faire, mais il y a aussi l'humanité, le côté humain, l'attachement ou l'antipathie qu'on peut éprouver par rapport à une histoire ou à des personnages. On parlait des méchants au cinéma tout à l'heure, et là ici, je trouve qu'un cinéaste comme Nolan se démarque, se déshumanise complètement son cinéma. Je vais peut-être encore me faire des amis à travers cette opinion, mais je pense que voilà, certains cinéastes contemporains feraient mieux de réfléchir à ça. En fait, oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais est-ce que ça serait pas lié aussi, alors, je sais pas comment on peut appeler ça, au cahier des charges des producteurs? Est-ce que c'est pas la faute justement C'est pour ça tout à l'heure je vous parlais, est-ce que les gosses qui font ces films, ils sont libres, ils ont pas, tandis que là, quand on a des moyens colossaux pour faire un film, je pense qu'il y a des dictates. Oui, bien sûr, il y a un cahier des charges à la fois scénaristique et puis un cahier des charges financier. Voilà. Et quand, par exemple, pour Nolan, une grande société de production comme la Warner lui alloue des IMAX et un budget colossal, il y a une pression, il y a une contrepartie et une contrainte que je comprends, hein, que je conçois bien.
Mais donc c'est pour ça que je le précise, parce que c'est peut-être pas que la faute du réalisateur. bien sûr, Tout le monde n'est pas Fellini qui se permettait de faire dépasser de 15 ou 50 millions. Il n'avait rien à faire de la production, mais c'était une autre époque. c'était Et une autre maintenant, époque. c'était les studios italiens. Maintenant, les studios américains, c'est des grosses machines de guerre. Hein. Ils vont pas dépenser, j'imagine, 2000 ou 3000 dollars de plus si c'est fixé Voilà. à... Il y a un Voilà, formatage. Il y a un voilà. formatage. Donc, du coup, on assiste à un cinéma, enfin, je ne veux pas prendre la parole à mon tour, mais à un cinéma qui est un peu déshumanisé. Déshumanisé ou avec des scénarios répétitifs, avec les mêmes personnages. Qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien. bien. Alors, le précaré des écoles professionnelles. Alors évidemment, nous n'avons pas l'ambition d'être une Fémis d'avant l'heure, d'être une école de cinéma professionnelle d'avant l'heure. C'est avant tout un travail de sensibilisation. Pour certains étudiants, c'est certainement un travail de pré-professionnalisation, c'est sûr. Voilà, à la fois technique et humaine en même temps. Mais par exemple, chez nous, ça reste du côté de l'amateur. Hein, je vais pas dire amateurisme parce que ça c'est péjoratif, mais du cinéaste amateur, scénariste amateur. Et dans amateur, il y a aimer, hein, voilà, aimer ce que l'on fait. Et donc, voilà, c'est plus la sensibilisation ou une petite pré-professionnalisation. Mais on est là aussi pour le plaisir. Voilà. J'espère que dans les écoles professionnelles, ils ont encore cette notion de plaisir dans ce qu'ils constituent, dans ce qu'ils créent, dans ce qu'ils conçoivent. Alors, trop d'enseignement tue-t-il une filière déjà bien encombrée? Alors, l'enseignement au lycée, comme je le disais tout à l'heure, c'est juste un enseignement de sensibilisation. Tous les étudiants que j'ai pendant 3 ans, seconde, première, terminale, ne vont pas devenir futurs étudiants de la FEMIS, etc. Ou d'autres écoles. On cite la FEMIS parce que c'est la plus connue naturellement. Mais non, on ne va pas encombrer ce genre d'école professionnelle. On travaille en petits groupes et sur la centaine d'étudiants que j'ai déjà eus, peut-être 5 de mémoire, 5 élèves, et encore dans des écoles différentes. Bon, je pense pas qu'on va encombrer à notre humble niveau dunkerquois les écoles de cinéma. Alors le cinéma est-il une manière indispensable? Alors, comme je dirais toutes les matières à visée artistique, ou comme toutes les matières même, le cinéma semble une matière indispensable. Pour les raisons que j'ai déjà indiquées, c'est-à-dire se forger une culture générale, se forger une réflexion sur le monde et les images qui nous environnent, en parlant de ma chapelle, en quelque sorte. Et oui, c'est une matière indispensable car elle permet aussi de développer des talents personnels et puis une sensibilité personnelle. J'ai connu beaucoup de jeunes gens timorés en début de seconde et en terminale. Ils étaient devenus, j'allais dire, ils s'étaient extériorisés, voilà, et ils adoraient travailler en groupe. Donc il y a ce côté culture générale, humain, travail individuel, travail en groupe, qui fait que ce que nous enseignons en CAV, par exemple, devient indispensable. Oui. Ensuite, alors tout enseigner ou quoi enseigner? Alors c'est vrai que je l'ai pas compté, mais il doit y avoir des milliers d'œuvres cinématographiques. Alors moi, ce que j'enseigne, ce sont plutôt les rudiments, en accord avec les programmes pour chaque année, seconde, première, terminale, et non seulement les rudiments, mais aussi les découvertes, voilà. Et donc, on peut pas tout enseigner, c'est sûr. Ce serait dans le domaine de l'impensable, de l'infaisable. Par contre, on peut commencer par la découverte. Voilà. C'est plutôt un enseignement de découverte. Voilà. Cette appellation me convient. Un enseignement de découverte et de sensibilisation. C'est comme la littérature, la peinture, etc. Même si on est passionné de cinéma, connaît-on tout le cinéma en une seule vie? C'est une question, qui est rhétorique. D'accord.
On touille bien parce que Oui, faut pas tricher. Hein. non. Alors, quelle valeur donner à l'enseignement sur le 7e art? Bah, comme je disais, hein, c'est une valeur ajoutée à la fois humaine, une valeur ajoutée aussi technique, s'approprier, vous savez, pour les élèves en technologie, s'approprier un matériel. Savoir utiliser le matériel, pour eux, c'est important. Et savoir utiliser notamment des caméras dernier format, dernier cri, pour eux, techniquement aussi, c'est intéressant. Et montrer que parfois, utiliser un matériel, acquérir un savoir-faire à côté d'un savoir-être, sont deux valeurs ajoutées qui sont indispensables pour dans mon option. On y va. Oui, il n'en reste plus que 2. Alors les moyens, les moyens sont les moyens dont nous disposons progressivement, année après année. Et il est vrai que j'ai attendu 12 ans pour pouvoir, sur les fonds propres du lycée, entre l'obtention de ma certification complémentaire en 2005 et la classe pilote de 2017 à 2020, pour pouvoir créer déjà la classe pilote de option CAV, l'option cinéma audiovisuel. Et puis ensuite, au-delà des moyens classes, des moyens humains, il y a eu les moyens techniques, avec les différents chefs d'établissement qui se sont succédés entre 2017 et aujourd'hui. Et il y a beaucoup de changements. Alors, il y a eu trois chefs d'établissement. Ah Il y a bon? eu, oui, Ah oui, alors c'est une dame et deux messieurs, et qui m'ont confié leur sensibilité sur le cinéma, et chacun à sa manière. Voilà, chacun à sa manière. Il y avait une dame qui était chef d'établissement et qui a permis la création de la classe pilote sur les fonds propres du lycée, et qui avouait son adoration des films des années 30 avec Jean Gabin. Pour le proviseur qui l'a succédé, c'est quelqu'un qui aimait, par exemple, Costa Gavras ou Jean-Pierre Mocky. Donc, et pour le proviseur actuel, de mémoire, il adore Lino Ventura, par exemple. Alors, homogénéité de l'enseignement. Eh bien, l'homogénéité, finalement, se retrouve dans la constitution des groupes. C'est là qu'on a vraiment l'homogénéité. C'est-à-dire que, en ayant acquis une culture générale, en ayant acquis une appropriation technique du matériel, par affinité, parce que parfois ils se connaissent ou pas, eh bien, l'homogénéité de l'enseignement, c'est vraiment au niveau de la constitution des groupes pour créer le film. C'est là qu'est l'homogénéité de l'enseignement. Très très important les disques, la musique de film est très très importante. C'est elle qui donne une personnalité particulière, parfois supplémentaire au film. Ah oui. Oui, avec des disques de musique de film, oui, bien sûr. Celle d'Ennio Morricone, immanquablement, de Francis Lay aussi, pour ne citer que, ou bien de Dimitri Tiomkin également, sans oublier, par exemple, Vladimir Kosma aussi, qui a mis beaucoup de lui-même dans certaines musiques de films. Je pense à Rabbi Jacob, par exemple, voilà, pour donner une âme supplémentaire au film. Non, ben, là, ça c'est le genre d'ouvrage qui m'intéresse. Parce que ça représente une personnalité, mais aussi une période. Arletty. J'adore le cinéma français des années 30-40, avec parfois même ses ambiguïtés, même avant la collaboration. Les coproductions franco-allemandes avec la UFA, la Continentale, ensuite, pendant l'occupation, et le devenir des réalisateurs et des acteurs-actrices français qui ont travaillé
sous l'occupation, notamment avec la Continentale. Et là, Arletty, c'est quand même un cas d'école, parce que bon, Arletty a travaillé sur certains films pendant l'occupation, mais en plus, elle a été jugée avec le comité d'épuration au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après la libération, comme si elle avait été une grande collaboratrice, tout ceci à cause d'une histoire d'amour avec un officier allemand. Et qu'on a monté un peu en épingle pour la sortir du cénacle cinématographique. Alors qu'elle venait de tourner Les Enfants du Paradis. Et elle n'a pas pu assister aux premières projections officielles des Enfants du Paradis, la pauvre. Elle était emprisonnée, elle a été interdite même de tournage pendant quelques années. Et ensuite, elle est revenue au cinéma, au théâtre, et elle a toujours gardé cette gouaille, cet accent particulier de Courbevoie, hein, Madame Léonie Batia. Voilà, et son amitié aussi avec Louis-Ferdinand Céline, pour amitié à cause de laquelle elle a subi encore les critiques après la période de la collaboration. Mais bon, là, c'est le genre d'ouvrage qui m'intéresse. Hein. C'est à la fois un destin, mais c'est aussi le destin de tout un cinéma français, tout un pan du cinéma français d'une époque sur, on va dire, une quinzaine d'années. Et là, il y a 2 ouvrages. Un que j'ai déjà lu, il est ici. Et puis un autre que je viens d'acquérir, c'est sur le même cinéaste, c'est John Carpenter. Alors je trouve que John Carpenter, c'est un cinéaste à redécouvrir parce que c'est derrière le film de genre, horreur, fantastique. Par exemple, même science-fiction parfois, puisqu'il a commencé par un film de science-fiction, eh bien John Carpenter est un cinéaste qui est aussi un cinéaste satirique sur l'Amérique des années 70 jusqu'à nos jours. Et il a tellement rencontré de problèmes de production, de financement de ses films les plus récents, qu'il a malheureusement abandonné toute velléité pour l'instant de réaliser un autre film. Mais par contre, il se produit dans des concerts de ses propres musiques de films. Par exemple au Grand Rex ou dans le monde entier. Et ces musiques de films voilà, on voit qu'il y a aussi un grand talent de John Carpenter au niveau des musiques de films. Quelqu'un qui a travaillé avec Ennio Morricone pour The Thing, par exemple. Et Ennio Morricone a été très impressionné des musiques de John Carpenter. Donc voilà, il y a ces 2 ouvrages-là qui font partie des ouvrages très rares, malheureusement, en France, de John Carpenter. Merci pour tous ces éclairages. Alors maintenant, c'est la 4e partie de notre émission. Vous allez être soumis à la question. Alors, des questions qui ont évidemment pour thème le cinéma. C'est un peu le questionnaire de Proust, mais revu par Bernard Pivot. Votre film préféré? Mon film préféré, Rio Bravo. La quintessence à la fois du western, du film hollywoodien et il y a plusieurs films en un film. C'est ça que j'aime. Le nanar que vous visionnez en cachette. Alors le nanar, bref, c'est très difficile aussi. J'en citerai 3, Les Vacanciers, Les Ringards et Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Oh, mais ça, celle-là. Avec Jerry Lewis. Votre comédien favori? Alors j'en ai 2, Jean-Pierre Léaud et Michael Caine. Votre comédienne favorite? Claudia Cardinal et Mireille Darc. Je l'avais dit au singulier. Hein. Oui. Votre musique de film favorite? Et une petite vocalise, si possible. Oh, ça va être dur parce que c'est une musique de Morricone, c'est pour Novecento de Bertolucci. Génial. Voilà, c'est ta la 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 ta la 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 c'est vrai. la la. On reconnaît. Ta la 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 ta la 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 ta la la ta la la la. Non. Il pleut dehors, j'espère que je ne vais pas rajouter à l'averse. Une réplique qui fait mouche. Ah, tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé, et puis il y a ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Votre revue de cinéma qui ne quitte jamais votre table de chevet ou votre cartable ou votre poche. Alors c'est très variable. Alors, malgré tout, je vais encore me faire des amis, malgré tout positif,
Et en ce moment, après les avoir rencontrés et après 2 ans de leur absence, je m'attache à la revue à pages que vous trouvez ici. Voilà, dont le dernier numéro est enfin sorti. Donc, Un film que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. je citerai les 400 coups de François Truffaut. Alors, vous êtes producteur aujourd'hui. Quel film, tout de suite là, séance tenante, mettrez-vous en chantier? Alors un film tel que celui qu'Orson Welles avait fait, c'est peut-être l'un de ses derniers films de mémoire, c'est Vérité et mensonge, F for Fake. Voilà, c'était plus un film qui est un film essai qu'un film de fiction. Et Orson Welles, c'est magistral. C'est paru en Blu-ray il y a quelque temps de nouveau. Voilà. Et quelle comédienne ou quel comédien pour illustrer les nouveaux billets de 200 euros? Jean-Pierre Léaud, je reste logique. Êtes-vous nostalgique des films en noir et blanc? Oui, parce que le noir et blanc a été beaucoup novateur au niveau de technique au cinéma. Et comme disait Godard, le noir et blanc sont également de couleur, il faut le rappeler. Hein, le noir et blanc ont permis, et puis le grain de l'image de l'époque des films en noir et blanc, le choix de l'esthétique noir et blanc. Verrait-on des films comme Le Quai des Brumes, Boudu sauvé des eaux ou La soif du mal, autrement qu'en noir et blanc, en couleur, ou la Dolce Vita, voilà, ou la Dolce Vita par exemple. D'ailleurs, Orson Welles, que je citais tout à l'heure, disait qu'il détestait tourner les films en couleur en tant que réalisateur, parce qu'il disait, oui, quand on tourne en couleur, on dirait que le visage des acteurs et des actrices ont la couleur de la viande. Voilà, c'était son opinion. La dernière fois que vous êtes allé dans une salle de cinéma? Alors, c'est très récemment, et tout à côté de la librairie, c'est au cinéma du Panthéon, j'ai vu le nouveau Ken Loach, avec beaucoup de bonheur, même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ken Loach, il y a toujours ce message humain, social, très porté à gauche. Nous le un petit peu bien pensant, utopique, mais il y a ce que je reproche à certains réalisateurs qui bénéficient probablement de plus de visibilité désormais et de plus de budget, c'est-à-dire il y a encore ce côté humain, voilà, et puis voir un film de Ken Loach en ce moment sur la tolérance, l'histoire de ce film y prête, c'est une leçon de sagesse, en quelque sorte. Vous aimez les films de genre, c'est pas une question. Si oui, le dernier qui vous a scotché sur votre fauteuil? Alors, j'aime beaucoup le film de genre. Alors, j'avoue que j'aime bien Mario Bava, Dario Argento, les Giallo, etc. Mais récemment, j'ai vu The Girl from Rio, c'est Sumru, la cité des femmes, réalisé à la fin des années 60 par Jess Franco. Et dedans, il y a un acteur qu'on ne soupçonnerait pas, c'est George Sanders, en nègre fin. C'est un de ses derniers films, parce qu'il allait se mettre fin à ses jours quelques années plus tard. Mais là-dedans, il est jubilatoire. On voit qu'il prend plaisir à être dans ce film. Donc voilà, il y a du très bon Jess Franco. Et la dernière question, croyez-vous que Dieu aime le cinéma comme vous? Alors, déjà, je me permettrais aussi de botter en touche. Est-ce que déjà Dieu existe-t-il? Voilà. Et si Dieu existe, je pense qu'il serait content de la diversité du cinéma. Eh bien, merci. Alors, pour terminer, une tradition, c'est que vous parliez un petit peu de votre actualité. Alors, l'actualité, c'est dès le retour de ces congés, c'est la poursuite de mon enseignement auprès de mes élèves en littérature française, en cinéma. Et ensuite, de continuer à écrire, de voir les textes que j'ai écrits, que j'ai réécrits, publiés, soit sur le site Il était une fois cinéma, soit à travers les ouvrages sur Vittorio De Sica, Maurice Pialat, Opéra et Cinéma, et puis il y en a d'autres qui nous attendent. Je pense en projet, Godard, Marilyn Monroe, notamment. Là, je prépare un texte sur Marilyn Monroe et ses débuts au cinéma, avec la chasse au trésor, avec les Marx Brothers.